Cette vidéo contient des spoilers du manga de Chainsaw Man. Il existe une femme, dans Chainsaw Man, capable de contrôler presque n'importe qui. Un humain qui hésite, elle le contrôle. Un démon qui résiste, elle le soumet. Un pays entier, elle en fait un pion. Le Premier ministre du Japon lui-même a signé un contrat avec elle. Pendant la majeure partie de son histoire, elle a toujours un coup d'avance. Alors comment une femme capable de contrôler à peu près tout échoue-t-elle à obtenir la seule chose qu'elle désire vraiment? Ce personnage, c'est Makima. Et ce qu'elle voulait vraiment, ce n'était même pas dominer le monde. C'était ne plus être seule. Chapitre 84. Kishibe lui demande directement ce qu'elle compte faire de Chainsaw Man. La mort, la guerre, la faim. Makima explique que beaucoup de choses dans ce monde rendraient l'humanité plus heureuse si elle disparaissait. Sur le papier, c'est presque un discours de sauveuse. Le problème, ce n'est pas l'objectif, c'est ce qu'elle est prête à faire pour l'obtenir. Aki Ayakawa lui fait confiance. Il travaille pour elle. Il croit servir une supérieure qui sait ce qu'elle fait. Et, sans même le savoir, il finira lui aussi par devenir une pièce de son plan. Pas par accident, par calcul. Puis il y a Power. Au départ, leur relation n'a rien d'extraordinaire. Des disputes, des provocations, des combats absurdes. Puis quelque chose change. Denji commence réellement à s'attacher à elle. Et Makima le sait. Alors elle lui enlève Power. Parce que Power n'était jamais seulement une coéquipière. Elle était devenue une partie de la vie que Denji avait construite. Et cette vie devait disparaître. Aki, Power, Denji. 3 personnes dont les liens deviennent progressivement les outils d'un seul plan. Et c'est là que Makima devient réellement terrifiante. Pas parce qu'elle détruit les gens, parce qu'elle comprend parfaitement ce qui peut les détruire. Et son influence ne s'arrête même pas au Japon. Plusieurs gouvernements étrangers finissent par considérer Makima comme une menace suffisamment importante pour accepter de sacrifier la durée de vie de leurs propres citoyens afin de tenter de l'éliminer. Pas une armée, pas une nation ennemie, une seule femme. À ce stade, l'image semble évidente. Makima contrôle, elle manipule, elle anticipe, et elle utilise les personnes autour d'elle comme des moyens. Mais il y a quelque chose d'étrange, parce que son objectif, lui-même, n'est pas forcément un mensonge. Elle veut réellement débarrasser le monde de ce qui le fait souffrir. Alors, une question commence à apparaître. Et si Makima ne manipulait pas les autres parce qu'elle ne ressent rien? Et si elle ne connaissait simplement aucune autre manière de créer un lien? Il y a un détail, pourtant, qu'on oublie facilement. Makima n'est pas née femme. Elle est née concept. Dans l'univers de Chainsaw Man, chaque démon naît d'une peur humaine. Les armes, les catastrophes, la mort elle-même. Makima, elle, incarne quelque chose de plus abstrait que toutes les autres. La peur d'être contrôlée. Par un animal, par un objet. Une idée devenue corps. Et pour exister sous une forme humaine crédible, elle apparaît pourtant presque parfaitement humaine. Et c'est précisément là que le vrai paradoxe commence. Parce qu'un contrôle parfait suppose de savoir exactement ce que l'autre veut. Ses peurs, ses désirs, ce qui le fait obéir sans qu'il s'en aperçoive. Tout ça, Makima semble le maîtriser mieux que presque n'importe qui dans la série. Mais il existe une chose qu'aucune observation, aucun calcul, ne permet forcément de comprendre de l'intérieur. Ce que ça fait d'être aimé sans l'avoir mérité, calculé ou provoqué. Et c'est peut-être là que son véritable désir apparaît. Elle ne cherche pas seulement à contrôler le monde, elle cherche aussi une relation dans laquelle elle puisse réellement être l'égale de quelqu'un. Le problème,
c'est qu'elle ne semble connaître qu'une seule manière de se rapprocher des autres. La domination. Elle ne contrôle donc pas nécessairement parce qu'elle est vide de tout sentiment. On peut aussi lire son comportement comme celui d'un être cherche le lien, mais qui ne sait le construire qu'à travers le contrôle. Et cette lecture change absolument tout sur ce qui va suivre. Parce que son pouvoir, en réalité, repose sur 2 verrous précis. Premier verrou, elle ne peut dominer que ce qu'elle juge inférieur à elle-même. Or, elle voue une forme de culte à Chainsaw Man, au point de ne jamais pouvoir le soumettre comme le reste du monde. Deuxième verrou, son contrat avec le Premier ministre transfère toute blessure mortelle vers un citoyen japonais choisi au hasard. Autant de vies humaines qu'il en faut, comme des boucliers invisibles. Sur le papier, elle est quasiment immortelle. Alors comment Denji, un adolescent avec une tronçonneuse à la place du cœur, arrive-t-il à passer entre les deux? Il ne se présente pas comme Chainsaw Man, pas de casque, pas de transformation. Il vient comme Denji, une simple tronçonneuse à la main, faite du sang de Power. Pas celle de Pochita, celle de son amie, morte des mois plus tôt à cause de Makima elle-même. Le premier verrou saute déjà sans bruit. Makima ne peut pas dominer ce qu'elle n'a jamais appris à considérer inférieur. Un garçon fatigué, pas un dieu, pas une menace identifiée. Reste le deuxième verrou, le transfert de dégâts. Sauf que ce transfert ne protège que contre les attaques. Et ce que fait Denji, à cet instant précis, n'a jamais été prévu dans son contrat comme une attaque. Il ne cherche pas à la tuer par haine. Il cherche, d'une manière tordue, imparfaite, presque enfantine, à la garder. Alors, il la mange. Littéralement, morceau après morceau, pour être certain qu'elle ne puisse jamais revenir. Et son propre système, conçu pour tout anticiper, pour classer chaque menace, ne trouve nulle part où ranger ce geste. Ce n'est pas une faille technique dans son pouvoir. C'est la preuve que, pour la première fois de son existence entière, quelqu'un a réagi à elle sans rien chercher à obtenir en retour. Elle voulait un monde entier sous contrôle. Elle meurt du seul geste qu'aucun contrôle n'avait jamais su prévoir. Le manga ne s'arrête pourtant pas là. Makima renaît, comme tous les démons, sous une nouvelle forme. Une petite fille, sans le moindre souvenir de qui elle était. Nayuta. Et Denji, celui-là même qu'elle a manipulé, brisé, presque détruit, choisit de l'élever. Pas comme une arme, comme une enfant. Comme si le manga posait, une dernière fois, la question centrale de toute l'histoire de Makima. Et si elle n'avait jamais été mauvaise? Juste, jamais appris à aimer autrement qu'en possédant? Le plus intéressant, avec Makima, ce n'est pas qu'elle ait voulu tout contrôler. C'est à quel point on comprend cette envie. Parce que contrôler, ce n'est presque jamais dominer par pure cruauté. C'est vouloir savoir ce qui va arriver. Vouloir savoir si quelqu'un va rester. Vouloir être sûr, une bonne fois, de ne pas perdre ce à quoi on tient. Et quand la peur devient trop grande, on fait parfois exactement ce qu'elle faisait. On anticipe, on interprète chaque silence. On cherche des preuves plutôt que de simplement demander. Jusqu'à confondre comprendre quelqu'un et le posséder. Une personne n'est pas une équation. Et c'est peut-être ça, la vraie tragédie de Makima. Elle avait toutes les données, tous les leviers, tout le pouvoir nécessaire pour qu'aucun humain, aucun démon, aucune nation ne puisse jamais lui échapper. Sauf la seule chose qui ne s'obtient jamais par la force. Le seul geste qui l'a vraiment touchée est aussi le seul qu'elle n'a jamais réussi à contrôler.